Le CAMES n'est pas très loin, ça, ce n'est pas exactement ça. Ça, j'en conviens. Mais quand je dis que ce n'est pas très loin, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au niveau du CAMES, effectivement, chaque pays présente ses candidats. Il y a donc cette organisation des universités de l'Afrique francophone et malgache qui sont donc réunis dans cette association qu'on appelle le CAMES et tout. Chaque pays propose ses candidats. Et par discipline, il y a aussi des jurys, des commissions dont vous siégez. Et puis effectivement, chaque pays, les représentants dans les commissions de chaque pays essayent quand même de défendre les dossiers de leurs candidats, ce qui est humain, donc il n'y a pas de problème à ça. Et on finit donc par promouvoir les méritants. Bon, ok. Voilà. Là où moi j'ai un problème avec le CAMES, je vais vous expliquer. J'ai un problème avec le CAMES parce que le CAMES est financé. Parce que les sessions du CAMES se tiennent de manière rotative dans la plupart de ces pays francophones. Et donc il faut faire venir les jurys qui sont quand même internationaux là, partout. Plus il y a naturellement des jurys, enfin des membres français qui viennent. Et pourquoi? Parce que le CAMES est financé par la France. Le CAMES est financé par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. C'est l'argentier du CAMES. Or, la francophonie, c'est la France, essentiellement. D'abord. Voilà. Et parfois même seul. Les pays ne participent pas au financement. Voilà. Vous connaissez combien de pays africains qui remplissent ces obligations financières vis-à-vis des organisations internationales? Et j'ai envie de vous dire que de toute façon, ça arrange même la France que ces pays-là aient des arriérés. On les tient. Comme ça, on les tient. On les tient, on vous tient par ça. Et moi, j'ai un ami qui est un patron de la cardiologie d'un pays francophone, je vais taire le nom, parce que les gens comprendront. Je lui ai posé la question, je lui ai posé la question un jour, mais dis-moi pourquoi nous les francophones, on a du mal à parler l'anglais, aller dans les congrès internationaux où l'anglais est la langue parlée, et même quand on regarde les publications en anglais, les francophones en font rarement et tout. Et puis au niveau du CAMES, parce que lui c'est un des patrons du CAMES, donc il siège toujours. Voilà. Et pourquoi on ne peut pas promouvoir l'anglais scientifique au CAMES? Et il me dit, ah, là tu touches le nez de la guerre, parce que l'AUF va cesser de financer. Parce qu'il faut promouvoir le français. Bon. Alors, moi je vais vous dire, ici en France, pour passer l'agrégation française en médecine, si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas. Parce que dans vos états de service, dans ce qu'on appelle l'épreuve de titre, dans vos publications, vous devez avoir publié dans les meilleures revues de votre spécialité. Or, les meilleures revues sont en anglais. Donc, vous devez écrire en anglais, publier en anglais. Donc, vous ne connaissez pas, il n'y a pas un agrégé français en médecine qui ne sache parler l'anglais, qui ne sache écrire l'anglais, qui ne sache communiquer en anglais. Donc, ici en France, on promeut la langue scientifique qui est l'anglais. Mais on demande aux Africains, contentez-vous du français. Du français. Vous vous rendez compte? En sachant que les revues en français sont de bas niveau en termes d'impact factor. Donc, c'est une façon de vous dire, contentez-vous d'avoir un niveau intellectuel moyen, vous allez quand même être agrégé. Je vais reprendre la main. Ceci a un lien avec la France, la France-Afrique politique alors. Eh ben, je vais vous dire que, parce qu'en plus qu'on va aborder le franc CFA, le problème que j'aborde là, il est beaucoup plus important en termes d'impact que le franc CFA. Le franc CFA est que l'un des pans de la problématique générale
de la promotion de l'intellectuel africain. Parce que par ce biais-là, la France a mis en place les mécanismes pour maintenir l'Afrique dans un niveau intellectuel inférieur. Or, quand vous êtes intellectuellement inférieur, vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas défendre vos intérêts. Vous ne pouvez pas. Et pour que les téléspectateurs comprennent, j'ai toujours pris l'exemple des sportifs qui préparent les Jeux Olympiques. En Afrique, au Cameroun, selon les minima olympiques, l'athlète camerounais, celui qui fait par exemple le saut en hauteur, par rapport à la concurrence nationale, il sait que si je saute 1,50 m, je vais être qualifié pour les Jeux Olympiques. Puisqu'on veut tout le monde. Dès que vous avez certains minima, allez, vous êtes bon pour partir aux Jeux Olympiques. En Afrique, au Cameroun, vous serez le meilleur. Oui. Le meilleur sprinter. Oui. Vous allez aller aux Jeux Olympiques. Oui. Le Jamaïcain, lui, sait que pour aller à ces mêmes Jeux Olympiques, il faut qu'il saute au moins 1,70. Ben, S'il n'a pas 1,70, c'est même pas la peine. Il est requin. Parce que les autres sautent plus. S'il était Camerounais, il serait aux Jeux Olympiques tous les ans, non? tous les ans. Là-bas, il ne va pas aller aux Jeux Il va pas Olympiques. aux Jeux Olympiques. Celui qui va aux Jeux Olympiques saute 1,75. Le Camerounais ou l'Africain va sauter 1,50. 1,50. Vous arrivez aux Jeux Olympiques. Entre nous, vous, l'Africain, vous êtes là-bas pour juste Faire bien. confirmer en fait l'esprit olympique c'est tout, de Pierre de Coubertin, l'essentiel de participer. Oui. Mais dès que vous êtes là sur les starting blocks, Ben, vous savez que vous avez déjà perdu. d'avance, oui. Vous n'allez jamais gagner, c'est impossible. Alors voici ce que les Français en ont fait au Cameroun, en En Afrique. Afrique noire francophone. En Afrique noire. Là, vous voulez l'indépendance? On va vous donner l'indépendance. Ok, mais on va vous tenir. On ne vous tient pas le franc CFA. On vous tient par le niveau cogito, intellectuel, oui. ergo sum. On met en place des mécanismes pour que vous enseignez vos semblables, vos frères. On vous donne des écoles. On vous donne des mécanismes de promotion. Mais dans ces mécanismes-là, il faut des moyens. On va même vous mettre des moyens, mais on vous impose des conditions. Et dans ces conditions-là sont telles que, oui, vous êtes des agrégés, comme nous aussi nous sommes des agrégés. Mais au fond, quand nous arrivons aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire les conférences internationales, de manière naturelle, vous allez vous effacer parce que vous n'avez pas le niveau. Je n'ai pas le niveau. Et c'est pour ça que quand vous allez dans les conférences internationales, là où l'avenir de la science se décide, parce qu'il y a ce qu'on voit, les grandes plénières, et il y a les réunions des patrons. Et vous êtes patron pourquoi? Parce que quand on va dans les moteurs de recherche des bibliographies, sur un sujet, le VIH, la prévention du VIH et tout, on tape, on voit les communications, les travaux de recherche, les publications. On voit qui a publié. Si on voit qu'il y a un Tanzanien ou un Zaïrois là, mais qui est très bon, il publie, il y a plein de publications, il a fait des choses, il a fait des découvertes et tout là, vous êtes sûr que vous allez être invité à ces réunions où tout se décide. Vous êtes invité à l'OMS pour définir les politiques de santé dans votre domaine. Donc l'enjeu de la science, c'est la recherche. L'enjeu de la science, c'est la recherche. Et vous ne pouvez faire de la recherche que si vous avez des prédispositions, si vous n'êtes pas tricheur. Mais si vous avez passé votre temps à tricher, on a mis en place des mécanismes pour que vous puissiez avancer en trichant. Et ça, c'est ce qui se passe au ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun avec notre ministre qui met en place des mécanismes pour promouvoir que les non-méritants. Et de temps en temps, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception, il y a des gens bons qui passent par cette voie interne. Ils sont bons. Mais je peux vous assurer que ceux-là, M. Famendongo ne va jamais les inviter dans les directions où on définit les politiques d'enseignement du Cameroun. Ils n'aiment pas ce genre. Ils n'aiment pas les méritants.
Pas du tout. Famine Dongo n'aime pas les méritants. Il y a des bons au Cameroun. Mais ils sont dans l'ombre. Ils font leur truc, tranquille, et puis ils avancent. Professeur Aimé Boni, je vais reprendre la main. Je vous ai compris, mais ce n'est pas certain que nos téléspectateurs ont compris. Alors, les organismes comme la CAMEX, financés par la France, et bien d'autres, forment les Africains au rabais. Ce sont ces Africains que vous retrouvez, chers téléspectateurs, dans certains organismes, qui sont comme l'athlète africain, qui a atteint ses minima, mais ces minima-là sont en deçà de la moyenne mondiale. Voilà pourquoi on retrouve dans ces grands organismes-là des gens, des Africains qui n'ont aucun poids. C'est bien cela? Ça dépend. Est-ce bien résumé? Dites-moi. Non, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que il y a deux choses. Dans le cas du CAMES, c'est les États qui préparent leurs élites, ils en ont leurs moyens. C'est un concours et ils viennent au concours. Maintenant, s'il y a les États qui mettent tous les moyens pour que leurs candidats sortent, ben, ils sortiront. Mais c'est vrai, comme c'est financé une partie par la France, quelqu'un d'autre, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que nous finançons nous-mêmes nos propres organisations et que nous donnons des moyens aux gens qui veulent bien faire ce métier-là, de le faire avec tous les moyens nécessaires. Très bien. Non, mais en fait, oui, je vais ajouter quelque chose pour que Thibaut Obo comprenne aussi en fait pourquoi est-ce que j'incrimine le CAMES et le niveau d'exigence du CAMES qui est dicté par la France, je dis bien. Il se trouve que au CAMES, pour déposer votre dossier de candidature au concours d'agrégation, il vous faut un certain nombre de publications. Parce que quand j'ai expliqué de la publication, c'est la recherche. Parce qu'un enseignant est un chercheur. Et donc il faut prouver que vous avez des états de service suffisamment conséquents pour qu'on vous consacre. Il ne faut pas simplement de savoir bien ausculter un malade en ce qui concerne les médecins, mais dans les autres disciplines c'est la même chose. Mais il faut qu'on sente que vous avez un niveau de réflexion et de vision du monde de domaine dans votre domaine qui est au-dessus de la moyenne. Et c'est la recherche qui consacre ça. Donc, par le nombre de publications et la qualité de la publication. Or, la qualité de la publication est évaluée par les revues où vous avez publié. Il y a les revues qui jouent en Champions League. Vous avez des revues qui se contentent de la première division de France. Et il y a des revues qui sont en deuxième division du Cameroun, par exemple. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Deuxième division de Côte d'Ivoire aussi. Ou de Côte d'Ivoire. Non, le Côte d'Ivoire, je pense que le championnat... Ça dépend. Ouais, c'est un championnat un peu particulier. Mais il est plus relevé, je pense. J'ai eu comme ça, par confidence, un médecin qui était de la Guinée. Quelle Guinée? Il y en a beaucoup. Guinée-Conakry. Merci. Et quand il a su que j'étais ivoirien, il a dit, mais j'aimerais vivre en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je voulais absolument faire mes études de médecine en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, j'ai quitté la France, je vais aller là. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, oui, parce que j'ai eu un professeur, mais qui est bon. Il est tellement bon que tout le monde m'en a parlé et moi, je quitte la France pour aller là-bas pour que je fais mes études de médecine là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des éléments comme ça qui travaillent très très bien, qui font que d'autres éléments qui d'autres pays pour venir suivre. Mais c'est une évidence. Tout n'est pas tout mauvais ou tout bon quelque part. Je pense que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure que même dans ce circuit interne, le Cameroun, il y a des gens bons, très bons. D'ailleurs, ce serait quand même grave de penser que dans un pays, quel que soit le pays, non. Et là, on appelle ça les exceptions qui confirment la règle. Les règles. Donc, au niveau du CAMEF, et je termine rapidement par ça. Oui, au niveau serait bien que je prenne la main parce que sinon... Oui, au niveau du CAMEF, donc, je disais que en termes de qualité et de quantité, donc on vous dit qu'il faut avoir 25 publications. Ça, c'est les conditions. Mais on n'exige pas la qualité dans ces publications.
Il faut avoir 25 publications. Et c'est aussi ça les conditions dans le circuit interne du Cameroun. C'est-à-dire que c'est la quantité qui compte et non la qualité. Résultat des courses. Et ça, je dis que c'est des choses qu'on peut vérifier parce qu'aujourd'hui, il y a les moteurs de recherche. Vous allez dans les moteurs de recherche, je peux indiquer PubMed. PubMed, c'est la plus grande bibliothèque du monde qui est logée aux États-Unis, qui recense, qui a toutes les revues du monde, les bonnes revues. Et donc, si vous publiez dans une revue qui est cotée, forcément, en allant dans PubMed, vous tapez le nom Aimé Boni, ça vous ressort vos travaux. Et ce qui est donc étonnant, c'est que vous prenez beaucoup de professeurs africains. Je dis bien, vous prenez beaucoup de professeurs africains dans le domaine que je maîtrise bien, qui est la médecine, et que je maîtrise encore davantage, qui est la cardiologie. Vous mettez le nom d'un professeur, vous cherchez ses publications, vous ne voyez que très peu. Et quand vous voyez, souvent, il est au milieu ou à la fin d'un travail qui a été fait par quelqu'un d'autre. Or, le premier auteur, c'est celui qui a fait vraiment le travail. Oui. Vous prenez le doyen, le recteur de l'université de Yaoundé 1, Monsieur Aurélien Maurice Soso. Je vous ai dit que c'était le plus jeune agrégé du Cameroun. Et on sait tout ce qu'il a été agrégé parce que Titus Edouard, qui était secrétaire de la présidente de la République, c'était son mentor. C'était une volonté politique. Donc ce monsieur qui est chirurgien, qui est agrégé, il avait peut-être, je ne sais pas, 30 ou 35 ans. Donc ça fait déjà peut-être 25 ans qu'il est agrégé. Allez sur PubMed, mettez le nom professeur Maurice Soso, qui est l'un des patrons du CAMES. C'est-à-dire que c'est l'un de ceux qui promeut donc l'élite intellectuelle d'Afrique. Mettez son nom. Il n'a pas de publication. Vous posez la question de savoir comment il a fait pour devenir agrégé. Et il n'est pas le seul. Donc je vous mets au défi. Ça, je ne suis pas médisant. Bon. Je dis simplement que vous prenez tous les agrégés du CAMES et des voies internes au Cameroun. Vous allez sur PubMed, ceux qui sont médecins, vous tapez, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a là qui sont brillants. Mais c'est des exceptions. Des exceptions. Donc, vous prenez maintenant à l'opposé un Français, vous mettez, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis que la France se débrouille par le biais de l'AUF de maintenir l'Afrique dans un état végétatif. Parce que sans tête pensante, vous ne pouvez pas vous développer. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Alors ces personnes qui sont élevées comme ça, on va dire comme ça, au rang intellectuel par le CAMES que vous critiquez, et bien d'autres organismes en Afrique financés par la France qui imposent tout ce que vous dénoncez là, on les retrouve ensuite dans les institutions mondiales. Comment font-elles pour y entrer? Vous savez que quand vous êtes institution internationale, pour que ce soit considéré comme un organisme international, il faut qu'il obéisse quand même à un certain nombre de critères, parmi lesquels la représentativité. Il faut bien qu'il y ait tout le monde. Donc, même la Centrafrique devra envoyer certaines de ses représentants dans des institutions internationales pour défendre les intérêts de la Centrafrique. Vous comprenez? Quand vous dites même la Centrafrique, c'est par rapport à son état d'aujourd'hui, son état de chaos. Oui, bien sûr. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'avec ces difficultés, malheureusement, que nous déplorons tous. Même le Soudan du Sud, on peut dire ça comme ça. Oui, même le Soudan du Sud, même l'Afghanistan, même la Syrie, même, je veux dire, même les régions qui sont en grande difficulté, malheureusement, c'est ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez donc que donc on aura tout le monde. Alors, donc au FMI, il n'y a pas que la France, les États-Unis. Bon, il n'y a pas que, quoique. Bon, alors, ce sont ces personnes qu'on retrouve dans ces grandes institutions, mais qui ne peuvent pas discuter les yeux dans les yeux avec leurs homologues
d'autres pays occidentaux ou anglo-saxons. Donc ils partent d'avance battue, c'est l'exemple de l'athlète que vous me donniez. Alors vous savez, il y a ce que moi j'appelle la théorie de la reproduction des semblables. Et elle est intra-nationale ou internationale. La reproduction des semblables. On essaye de dupliquer ce qui nous ressemble pour pérenniser un système, le système de confiscation des privilèges. Donc vous comprenez que dans les universités, quand on décide donc de recruter quelqu'un parce qu'il s'appelle un tel, cette personne-là qui va gravir tous les échelons, mais on n'a pas recruté que cette personne, on a recruté aussi quelqu'un qui sort de nulle part parce qu'il est brillant. Ok. Parce qu'il y a 100 places. On ne va pas recruter que 100 cooptés. Donc on va prendre aussi des gens qui sont brillants. Ben, alors une fois qu'on vous a pris, vous devez maintenant gravir tous les échelons pour atteindre le summum de la hiérarchie académique. Celui qui a été coopté aura certainement, dans nos conditions, aura plus de chances d'atteindre le sommet. Et cette personne-là, qui fait partie de la caste, et qui demain va être nommé aux côtés du ministre, parce que conseiller technique de je ne sais pas trop quoi, demain sera invité à représenter le Cameroun dans une certaine institution. Ce n'est pas le brillant qui est entré et qui progresse difficilement. Hein, grâce à ses compétences. Ce n'est pas cette personne qui va aller à l'institution internationale. C'est celle qui est cooptée. Et donc quand elle arrive là-bas, en sachant que si vous partez une fois plus dans les moteurs de recherche, vous tapez le nom de la personne, il n'y a aucune publication. Parce qu'elle a passé son temps à tricher. Or, elle arrive à l'institution internationale, où elle a son vis-à-vis, qui est son... Je dirais pas son professeur, parce que pour être même l'élève de quelqu'un, il faut avoir un certain mérite. Enfin, l'élève d'un brillant, il faut dire avoir un certain mérite. Non, elle a entendu parler de cette personne-là dans les bouquins. Tu as lu les bouquins de professeur un tel. Et du jour au lendemain, parce que tu es dans un système de clientélisme, tu arrives donc dans cette institution internationale et tu as en face de toi ton modèle, entre nous. Tu sauras discuter et défendre les intérêts de ton pays. Mais déjà, elle ne comprend même pas de quoi on parle. Tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Et c'est comme ça que l'Afrique noire francophone... Tu vas passer ton temps à aller faire des emplettes à Galerie Lafayette. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit comment faire pour changer ce système. Et il faut déjà, en parlant comme ça, on dénonce déjà, et dénoncer, c'est aussi une façon de construire. Oui, c'est aussi une façon de construire, mais il faudrait aussi élaborer, anticiper, faire en sorte que ce système-là ne perdure plus et qu'on passe à un autre système. Professeur Aimé Boni souhaitait que Thibaut Oubou devienne président de la Côte d'Ivoire demain. Mais seulement Alpha Condé parlait bien, hein, depuis qu'il est au pouvoir là, il parle moins bien. Hein. Voir le truc, quoi. Ça dépend. Il n'avait pas la conscience. Je dis là, il n'avait pas la conscience. Pourtant, il a été professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Hein. Et il ne respecta sa propre constitution, puisque il est en train de la modifier pour repartir. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut changer ça. Professeur Aimé Boni, chers téléspectateurs, on va maintenant aborder le CFA qui nous ramènera toujours dans les discussions de départ, car tout s'embrique finalement en Afrique. Hein. Alors, ce moyen de maintenir l'Afrique dans un état végétatif, à travers les études, on les retrouve dans la monnaie et donc dans l'économie. Le franc CFA, qui aujourd'hui, soi-disant, serait remplacé par l'éco en UMOA, c'est bien l'UMOA, hein? L'Union monétaire de l'Afrique ouest-africaine. Mais la CEDEAO semble grincer des dents. Professeur Aimé Boni, quelle analyse faites-vous de ce changement de nom qui semble ne pas changer les mentalités? Mais en fait, pour tout vous dire, hein, j'ai les défauts de mes qualités. Étant vraiment focus dans mon domaine, la médecine, la recherche, ainsi de suite, je ne m'étais pas sérieusement intéressé à la question de la monnaie africaine, le franc CFA. Pourquoi? Et qu'est-ce qui explique effectivement que je prends l'avion,
j'arrive en France, avec mon CFA, je ne peux pas les changer. Alors que vous savez que, bon, nous on était très jeunes. Moi, mes premières années en France, on pouvait encore changer le franc CFA en France. Bon, on ne peut plus le faire. Vous êtes un peu taquin, vous dites, permettez-moi de vous couper, car je sais que vous avez lu mon livre, et vous savez que mon million de francs CFA, j'ai galéré dans la rue de Paris avec, dormant dans la rue, ne pouvant pas le changer. Oui, parce que vous êtes arrivé à une époque où ce n'était plus possible, mais il fut une période où ça l'était. Pourquoi est-ce que le même CFA, vous partez du Cameroun pour le Bénin, vous ne pouvez pas l'échanger. Non. Il faut passer par des commissions. Enfin, vous ne pouvez pas l'échanger, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour l'échanger, il y a des commissions. Et ces commissions, on apprend maintenant que ces commissions-là, en fait, ne profitent ni au pays émetteur, le Cameroun, ni au pays le récepteur, le Bénin et tout. Ça passe par le compte d'opération en France. Donc c'est la France qui bénéficie de ça. Et moi, je me dis, comment nous avons vécu pendant tant d'années, depuis les indépendances, à ce jour, à ne pas en faire un problème de souveraineté, un problème d'État. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine de l'époque, effectivement, n'était pas éclairée. Elle l'est aujourd'hui, heureusement. Et les chefs d'État, alors? Et ces chefs d'État, on suppose qu'eux, ils sont éclairés depuis, puisque d'ailleurs, la plupart ont fait les écoles d'outre-mer à Paris, en France, à l'époque. Oui, et certains ici, là, oui, mon chef d'État, il a été plutôt ici. Donc, il y en a même qui ont travaillé dans de grosses institutions, des grosses institutions, la Banque mondiale. Tout à fait. Et qui semblent trouver le CFA très bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis donc que quand on en arrive à accepter qu'un pays, un tout petit pays, sans ses colonies, parce que la France est un petit pays sans ses colonies, nous le savons tous. Et même si c'était les États-Unis, au nom de quoi, au nom de quelle dignité on devrait accepter ce genre de dépendance, d'allégeance, de confiscation de son bien et de son avenir par quelqu'un d'autre qui n'accepterait ça pour rien au monde. Et donc moi je dis qu'on revient toujours à cette notion de dépendance intellectuelle. Parce que lorsque j'étais gamin au Cameroun, j'étais dans un lycée et j'avais quelques enseignants qui étaient, on les appelait les coopérants. Ah oui, j'en ai connu aussi les coopérants. Les blancs. Moi, mon professeur de chimie, c'était... Évidemment, avec mon regard de gamin, le blanc, je me disais qu'intrinsèquement, il était meilleur enseignant que mon frère noir, peut-être dans une autre discipline, ou même peut-être dans la même discipline. Parce que c'est le conditionnement psychologique. Il le disait. J'aurais grandi au Cameroun. Je ne serais jamais sorti. Je n'aurais pas été inondé par les médias. Aujourd'hui, c'est le cas, donc ce n'est pas une excuse aujourd'hui. On serait resté dans ce monde figé, sans vraiment moyen de communication comme aujourd'hui, que peut-être que je serais toujours conditionné à me dire que non, c'est même peut-être la meilleure chose à faire. Parce que le blanc, c'est lui qui sait, cette monnaie-là, telle qu'elle est organisée, il faut qu'on continue comme ça. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, il y a encore des gens, parmi lesquels Ouattara, qui nous expliquent que c'est la meilleure des choses à faire? Je ne peux pas le comprendre parce que je sais que c'est faux et parce que je sais que dans tous les cas de figure, compte tenu de ce que je sais aujourd'hui, de ce que j'ai appris, et que je sais que personne n'est meilleur que l'autre intrinsèquement. Donc je ne peux pas accepter être aliéné par quelqu'un d'autre. Sur le principe seulement, je ne peux pas comprendre comment un chef d'État africain a une attitude comme celle que j'ai observée lors de la conférence de presse de Macron et Ouattara. Parce que vous aviez l'impression, on avait l'impression que
le maître parlait à son élève. À son élève. Pourtant, nous sommes quand même des Bantous. On sait ce que c'est que le droit d'aînesse. Oui, sauf que là où on revient sur le CFA, c'est que malheureusement, on n'est plus dans le droit d'aînesse, on est dans une continuité. Et il y a deux éléments que nos frères africains doivent comprendre vraiment pour qu'ils prennent réellement leur vie en main. C'est qu'en réalité, on nous parle souvent de corruption en Afrique. Mais on n'a jamais creusé ce que c'est que la corruption. La corruption, les frères et sœurs, c'est le CFA qu'on fabrique à Chamalières, à une quantité... En France. En France, Clermont-Ferrand, à une quantité précise qu'on dépose dans nos pays africains d'une manière précise, avec des règles précises. Donc si vous voulez réellement faire en sorte que les gens soient corrompus, puisque vous ne maîtrisez pas cette fabrication-là, d'où elle vient, vous ne maîtrisez pas la quantité, on peut facilement corrompre toute une élite en moins de rien. Donc l'élite n'aura pas compte au pays, dans l'intérêt du pays, elle rend compte à ceux qui ont envoyé de l'argent de façon directe. On a vu par exemple, quand Sékou Touré a choisi de quitter la France et de prendre son indépendance sans les fusils, on a vu tout de suite que la France a fabriqué parallèlement son économie. Des billets de banque et ils ont inondé la Guinée avec des billets de banque. Donc on comprend pourquoi on a cette corruption. Deuxièmement, ce que le CFA doit montrer aux Africains, c'est que les Français prennent tous nos biens de façon gratuite. C'est gratuit, puisque c'est eux qui fabriquent cette fameuse monnaie qu'on appelle CFA, et qui viennent vous le donner en contrepartie du bien, vous l'imposez, en contrepartie du bien qu'ils vont prendre. C'est-à-dire qu'ils prennent tout de façon gratuite. Et comme le dit notre frère Nicolas Gbon, qui a vraiment travaillé longtemps là-dessus. Il faut lui demander de répondre quand je l'invite sur GMT+. Hein. Non, il viendra. Il faut vraiment... le lui dire. Non, il viendra. Il est économiste ivoirien. Oui, Nicolas. On se parle, il me donne rendez-vous, mais il ne vient jamais. Hein. Il viendra. Allez, il viendra. Voilà, je le dis, c'est un coup de gueule. Il viendra, il est vraiment... On a besoin de lui. Il est ouvert, ça fait 30 ans qu'il est sur ce chemin. Et donc, il disait par exemple que la même chose que les Allemands ont imposé aux Français dans les années 40, c'est exactement la même chose que les Français imposent aux Africains. Aujourd'hui, avec toutes les informations... Depuis 72 ans. Voilà, qu'on a. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la comédie que Macron est parti jouer en Côte d'Ivoire... Il n'a pas joué seul. Certes. Vous avez peur de partout en Côte d'Ivoire ou quoi? Comme le frère vient de le dire... Non, il faut le dire vous-même. Oui, mais moi je suis engagé. Je suis engagé de façon claire sur la politique nationale. Et donc, j'ai mes points de vue. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, on fait beaucoup bouger les choses. Mais à un moment... Donc la comédie... Donc la comédie qu'ils ont jouée en Côte d'Ivoire, en venant comme ça, avec la même personne, qui disait hier que le franc CFA était bon, très bon. Que juste après, ils viennent dire devant les télémondes que on change. On change, oui. On enlève les administrateurs français qu'ils ont dit qu'ils n'existaient pas, qu'ils n'étaient pas là. On dit aujourd'hui qu'on les enlève alors qu'ils n'existent pas. On nous dit que la France va maintenir sa garantie. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans les années 70, il y a des malgré que c'est un soudard, disons, c'est... Gnassingbé, il y a des président du Togo à l'époque. Soldats qui sort de l'Indochine quand on a imposé au Togo, à un moment de lucidité, il disait à Pompidou, vous pouvez voir les archives à la télé, tout à fait. Il disait à Pompidou, mais il va falloir qu'on revoie un peu cette histoire de CFA, parce que visiblement c'est un peu compliqué. La réponse de Pompidou, ce qu'il disait, il dit, mais c'est bien la liberté, mais il faudrait qu'on vous apporte la garantie. On est en 70. Macron aujourd'hui, il dit qu'on va garantir votre CFA. Alors que c'est nous qui avons la richesse de garantie. C'est-à-dire que c'est nous qui avons les biens, et ils n'ont pas les biens. Mais comment ils vont garantir ça? Donc tout simplement ce que je voulais dire, c'est que les Africains ne doivent pas tenir compte de ce scénario comique qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en annonçant une monnaie. Nous devons travailler
pour récupérer notre souveraineté. Et à travers notre souveraineté, mettre en place un mécanisme monétaire qui nous appartient. Et avec ce mécanisme-là, on peut faire quelque chose. Sinon, la population africaine, quand je dis population, il y a bien des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, parce que souvent, on nous parle de la pyramide que des jeunes en Afrique, il n'y a pas que ça. La pyramide, elle n'est pas que basée sur les jeunes, il y a toutes les générations d'Afrique. Donc, je parle bien à toute cette génération, ne doit pas prendre en compte cette monnaie-là. Parce qu'en économie, il y a aussi le système psychologique. C'est-à-dire que c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est la prise en compte de la confiance. Si la population dise que nous ne sommes pas concernés par cette comédie, elle ne marchera jamais. Donc, les populations doivent considérer que ce que Macron a dit avec Ouattara est nul et de nul effet. Que nous devons passer à autre chose parce que nous sommes dans une période où tout change et que tout bouge. Donc, il faut vraiment qu'on prenne en main cette histoire et qu'on ne soit pas là à analyser ce que Macron va dire, parce qu'il a ses propres problèmes ici en France, qui est complètement bloqué. Pour ça, Aimé Bonny, on dirait que vous avez rencontré le garçon ivoirien, là, comme me dit Suzanne. Vrai garçon ivoirien. Et c'est pertinent ce qu'il dit. Mais la différence, simplement, parce que les populations ne considèrent pas les propos de Macron et puis Ouattara, oui, certes, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec, mais on est pour l'instant, à l'état actuel des choses, obligé de faire avec, parce que quand même, Ouattara est le président de Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve le contraire, et c'est lui qui dirige l'UMOA pour l'instant. Macron, c'est le président de la France, et la France-Afrique n'est pas terminée, on est en plein dedans. Donc nous sommes obligés de composer avec cette force que nous avons en face de nous et qui nous tient depuis l'époque de De Gaulle. Juste quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'annonce aux Africains que nous allons inventer de nouvelles formes d'institutions qu'on appelle, c'est comme dans les États, il y a un système de reconnaissance. Et pour qu'un État existe, il faut qu'elle soit reconnue par d'autres États. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons reconnaître nos élus, nos représentants dans leur légitimité. S'ils viennent nous imposer une action qui va contre nos intérêts, on n'est pas dans une obligation de subir. Ça, on le faisait dans le temps passé. On n'avait pas tous les éléments, Internet et tout ça, on ne les avait pas. Macron lui-même l'a pris conscience. Il a dit, j'écoute la jeunesse, je suis Internet. Et je viens répondre à la jeunesse. Ah bon. Et bon, donc cette jeunesse et cette population lui dit aujourd'hui que tout ce qu'il dit ne nous concerne pas. Pour revenir à Ouattara, il a été imposé par la force. Avec le temps, c'est comme j'ai pris tout à l'heure l'histoire de l'humain, le Montou pour les Bantous. Pour devenir Montou, il faut remplir ce vase. C'est-à-dire qu'il faut le remplir avec la conscience. Mais si tu ne le remplis pas avec la conscience, tu n'es pas humain, tu n'es pas homme. Donc, alors concrètement, de manière pragmatique. De manière pragmatique. Comment est-ce qu'on sort de ce bourbier? Déjà, le franc CFA ou l'éco, parce que tel que c'est annoncé par Ouattara et Macron, c'est monnaie blanc, bonnet blanc, bonnet, ça on le sait tous. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, pour aller au-delà, comment on... Mais concrètement... On sort de l'hégémonie française en Afrique, pour se débarrasser définitivement. Parce que, et pour te préciser une chose, c'est qu'au Cameroun, par exemple, aujourd'hui, on a un problème. On a un problème avec Bolloré. Bolloré qui a géré la concession du port de Douala pendant tant d'années, qui n'a jamais rien fait de positif, et puis son contrat arrive à terme. Il ne veut pas s'en aller. Il ne veut pas s'en aller, alors que la concession a été octroyée à une autre entreprise. Et il s'est pourvu en cassation. Enfin, il a contesté cette décision sur le plan juridique, ok. Et il y a une décision du chef de l'État
de suspendre l'attribution, la concession au nouveau port, enfin à la nouvelle société. Jusqu'à ce que justice soit rendue. Bon, ce qui en soit sur le plan du droit peut être logique. Et nous savons que Bolloré a activé tous ses réseaux pour revenir à la charge. La preuve, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, il était au Cameroun. Oui. Et c'est d'ailleurs parce qu'il était au Cameroun, pendant qu'il était au Cameroun, que cette décision présidentielle est arrivée. Et on sait exactement ce qui se passe et ce qui peut se passer. On en parle, les journaux en parlent, les gens font des commentaires au quartier, mais rien n'avance en réalité. Quand je dis que rien n'avance, pour nous, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à gagner des parties de ce match qui se joue justement en plusieurs étapes. Et on a l'impression que finalement, quel que soit le mouvement d'humeur de la jeunesse du peuple et du peuple, ces gens-là sont au pouvoir et ils ne lâcheront pas, ils ne sont pas prêts à lâcher, et on en a peut-être pour longtemps. Et l'exemple le plus patent, c'est l'Algérie. On a vu ce qui s'est passé en Algérie. Qui est président aujourd'hui d'Algérie? C'est quelqu'un du Sérail. Pourtant, avec cette vague de contestation et de pas de Bouteflika, nous tous nous sommes persuadés que nous avons tourné la page algérienne. Oh, elle n'est pas tournée. Oh, elle n'est pas tournée en Égypte. Elle n'est tournée nulle part. Elle n'est pas tournée au Cameroun. Elle n'est pas tournée au Congo. Elle n'est pas tournée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fini. Là, on est dans les prémices même de ce qui va vraiment se passer, parce que ça va chauffer bientôt là, chez vous aussi. Malheureusement, pourtant, on imaginait que tout était derrière nous en Côte d'Ivoire, en termes de conflits, de guerre de position, d'influence. Macron était en Côte d'Ivoire, on sait pourquoi est-ce qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Donc c'est-à-dire que ces gens-là nous tiennent encore. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que c'est ça ma question. Pour sortir de là, moi j'ai une piste. Et je termine simplement avec ça. Donnez-moi la piste, oui. Parce que je vous laisse vous exprimer. Oui. Enfin, oh, il a coupé, non. Ce que vous dites est pertinent. Voilà pourquoi je vous laisse échanger entre vos arbitres. Moi, la piste que je vois, il y en a deux. La première piste, c'est ce dont tu as parlé. C'est l'éducation. Il faut éduquer la population, nos enfants et la jeunesse. Cette jeunesse éduquée va nous produire un volcan que l'extérieur ne pourra plus maîtriser. Ça, c'est un fait. Donc, pour arriver à là, l'année prochaine, en 2020, pratiquement tous les pays africains sont en élection. Même si... Vous savez comment ça se passe les élections là-bas? C'est vrai. Il ne faut pas rêver. C'est vrai, il ne faut pas rêver. Mais on a eu... Il y a quand même des cas. On a eu des cas de Burkina Faso. Où l'insurrection a permis de faire venir au pouvoir quelqu'un qui malheureusement aujourd'hui est un peu décevant dans ses actions. Ah, vous parlez de ce président qui vient de faire Tekemi Seba? Oui. Bon, d'accord. Oui. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que ce soit un seul pays qui soit dans cet état d'insurrection. Il faut que ce soit tous les pays qui grognent pour y arriver. Très bien. Vous êtes sur JMTV+.